Ma famille a donné ma place à la femme de mon frère, disant « Tu n'as plus ta place ici ». J'allais partir en larmes, quand papy m'a arrêté avec cette phrase « En fait, cette maison lui appartient ». Je m'appelle Camille, j'ai 28 ans, et je n'aurais jamais cru qu'un jour, je me sentirais comme une étrangère dans la maison où j'ai grandi, un lieu bâti par les mains de mon grand-père. Lors d'un dîner de famille qui se voulait une célébration, ma propre mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que je n'avais plus ma place ici. Ma place à table, celle que j'occupais depuis que j'étais assez grande pour ne plus avoir besoin d'un rehausseur, avait été donnée sans ménagement à la nouvelle femme de mon frère. J'allais partir, le cœur en miettes, prête à tirer un trait définitif sur ma famille. C'est alors que mon grand-père, Papy Henri, m'a arrêté avec une phrase qui a fait trembler les murs de notre maison et les fondations même de notre famille. Une phrase qui a absolument tout changé. Avant de vous raconter en détail comment nous en sommes arrivés à ce point de rupture, j'aimerais prendre un instant pour vous saluer. Je sais que vous m'écoutez depuis de nombreux endroits différents, peut-être en buvant votre café du matin ou en vous relaxant le soir. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous venez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Savoir qu'il y a une communauté qui m'écoute me donne la force de partager cette histoire très personnelle et douloureuse. Le TGV filait à travers la campagne française, transformant les champs de colza en une mer jaune floue sous le ciel gris d'avril. Chaque kilomètre qui me rapprochait de Lyon ravivait ce nœud familier dans mon estomac, un mélange d'obligation et d'appréhension. J'allais passer le week-end dans ma maison d'enfance, un lieu qui, dans mes souvenirs lointains, était rempli de rire, de l'odeur des gâteaux de mamie Isabelle et de la chaleur du soleil sur les vieilles pierres. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'une belle coquille vide, un musée de ma propre vie où je n'étais plus qu'une visiteuse occasionnelle et un peu gênante. La maison, une belle bâtisse ancienne avec des volets bleus et une glycine centenaire qui courait le long de la façade, se trouvait dans la banlieue cossue de Lyon. Papy Henri l'avait acheté et rénové lui-même après la guerre. Chaque recoin portait l'empreinte de notre histoire. Les marques de croissance que papy traçait au crayon sur le chambranle de la porte de la cuisine, le vieux chêne dans le jardin où mon frère Julien et moi avions construit une cabane précaire, notre quartier général secret. Quand nous étions enfants, nous étions inséparables. Complices. Je lui apprenais à faire du vélo dans la grande allée gravillonnée, tombant et riant aux éclats, et il collectionnait pour moi des insectes que nous observions pendant des heures sous mon petit microscope, nous imaginant être de grands scientifiques. Nous étions une équipe. Mais en grandissant, l'équipe s'est dissoute. Un fossé invisible mais infranchissable s'est creusé entre nous. Julien, de 3 ans mon cadet, est devenu la star de l'équipe de rugby locale, le fils populaire et charismatique. Moi, j'étais la fille studieuse, la rêveuse, celle qui préférait les livres au ballon ovale. Nos chemins ont divergé, et l'attitude de mes parents a cristallisé cette séparation. Bernard, mon père, un notaire respecté et traditionnaliste, voyait en Julien son héritier, le continuateur de la lignée et de l'étude familiale. Martine, ma mère, obsédée par le statut social et les apparences, admirait la facilité avec laquelle mon frère naviguait dans le monde, son cercle d'amis, ses succès sportifs. Mes excellents résultats scolaires, mon admission dans une prestigieuse école d'urbanisme à Paris, tout cela était accueilli par un simple « c'est bien », teinté d'une pointe de scepticisme. Urbaniste ? Mais ce n'est pas un vrai métier, ça, avait ricané mon père le jour où je lui avais annoncé mon choix de carrière. Tu ferais mieux de trouver un bon mari et de te ranger. Pour eux, mon succès professionnel, mes projets passionnants de création d'espaces verts et de jardins partagés dans la capitale, tout cela n'était qu'une fantaisie d'intellectuel, une phase qui finirait bien par passer. J'avais beau avoir un bon salaire, un bel appartement dans le Marais et une carrière qui me passionnait, à leurs yeux, j'avais échoué parce que je n'avais pas suivi le chemin qu'ils avaient tracé pour moi. Je pensais que ce week-end ne serait qu'une visite de routine, un autre exercice d'équilibre précaire entre sourire forcé et critique déguisée. Je ne savais pas que j'étais sur le point de tomber dans un piège soigneusement préparé, une embuscade qui allait faire voler en éclats le peu de liens qui nous unissaient encore. Le véritable tournant, celui qui a cimenté mon statut d'outsider et accéléré ma chute en disgrâce, a été l'arrivée de Sophie dans la vie de Julien. Sur le papier, Sophie était la perfection incarnée. Fille d'un riche industriel lyonnais, issue d'une « bonne famille », comme disait ma mère, elle était diplômée d'une grande école de commerce. Elle était belle, avec des cheveux bruns brillants et un sourire éclatant.
Elle était élégante, toujours habillée de marques discrètes mais chères. Et surtout, elle savait exactement comment charmer mes parents, comment leur dire ce qu'ils voulaient entendre. Dès leur première rencontre, ma mère était absolument conquise, voyant en elle la fille qu'elle aurait toujours voulu avoir. Enfin une jeune femme qui a les pieds sur terre, qui comprend les vraies valeurs, m'avait-elle dit au téléphone, et je n'avais eu aucun mal à décoder la pique qui m'était destinée. Sophie était une maîtresse dans l'art subtil de la critique déguisée en compliment. C'était sa spécialité, son arme de prédilection. Oh Camille, ton style parisien est si audacieux. C'est fascinant. Je n'oserais jamais porter quelque chose comme ça, disait-elle avec un sourire innocent, en me regardant de haut en bas, son regard s'attardant sur mes bottines que je savais qu'elle jugeait trop artistiques. Ou encore, lors d'un dîner, ton appartement à Paris doit être si charmant, cosy. C'est une chance de ne pas avoir à s'encombrer d'une grande maison et d'un jardin à entretenir. Chaque phrase était une petite flèche empoisonnée, conçue pour me faire sentir différente, inadéquate, tout en la faisant passer pour une personne douce, admirative et bienveillante. Et mes parents, aveuglés par son charme, buvaient ses paroles et me lançaient des regards signifiants, tu vois, tu devrais prendre exemple. Peu après leur fiançailles, les changements sont devenus plus flagrants, plus blessants. Ma chambre d'enfant, celle où j'avais laissé quelques cartons de souvenirs, mes livres préférés, mes journaux intimes, mes photos de classe a été vidée sans même que l'on prenne la peine de me prévenir. Je l'ai découvert par hasard lors d'une visite. Ah oui, m'a expliqué ma mère avec désinvolture, nous en avons fait un bureau pour Sophie quand elle et Julien viennent le week-end. Elle a besoin d'un endroit calme pour travailler, tu comprends. Après tout, tu n'es presque jamais là. J'ai retrouvé mes trophées de débat et mes albums photos de lycée empilés sans ménagement dans le grenier, déjà couverts d'une fine couche de poussière. J'ai eu l'impression physique qu'on effaçait mon existence de cette maison, pièce par pièce, souvenir par souvenir. Le seul qui semblait voir clair dans son jeu, le seul allié qui me restait, était mon grand-père, Papy Henri. Depuis le décès de ma grand-mère, mamie Isabelle, 5 ans auparavant, il s'était installé dans la petite maison d'amis au fond du jardin, préférant la quiétude de son petit domaine aux grands espaces vides de la maison principale. Ne te laisse pas faire, ma petite, me glissait-il à l'oreille lorsque nous parvenions à nous isoler quelques instants. Cette fille a un sourire de miel et un cœur de pierre. Elle voit en toi une rivale. Papy Henri était le seul à me poser des questions sincères sur mes projets, sur la complexité de créer des parcs suspendus au-dessus des voies ferrées parisiennes. Dans ses yeux bleus fatigués, je voyais une fierté authentique, une chaleur qui me manquait tant chez les autres. Le mariage de Julien et Sophie a été l'événement mondain de l'année à Lyon, couvert par la presse locale. J'étais demoiselle d'honneur, un rôle que j'ai accepté pour faire plaisir à mon frère, même si chaque essayage de robe était une torture, avec ma mère et Sophie commentant ma silhouette. Tu devrais peut-être perdre un peu avant le mariage, avait suggéré Sophie, pour rire. J'ai regagné Paris le lendemain, épuisée mentalement et émotionnellement. Je m'étais promis de laisser passer plusieurs mois, peut-être même une année, avant de m'infliger une autre visite. Mais Sophie était une stratège. Elle était une experte pour me faire passer pour la méchante, la jalouse, l'aigrie. Et son plus grand chef-d'œuvre de manipulation était encore à venir. Je me souviens encore de la boule au ventre que j'avais ressentie quelques mois plus tard, en retournant à Lyon pour le 40e anniversaire de mariage de mes parents. C'était une étape importante, et malgré tout, je voulais faire un effort sincère. Je voulais leur montrer que, malgré la distance et nos différends, je tenais à eux. J'avais passé des semaines entières à chercher le cadeau parfait, quelque chose de personnel, de réfléchi, qui ne soit pas juste un objet cher acheté à la va-vite. Je voulais leur offrir un morceau de leur histoire, de notre histoire. Finalement, après avoir écumé les bouquinistes des quais de Seine à Paris, j'avais déniché un trésor, une première édition, magnifiquement reliée en cuir, d'un livre sur l'histoire architecturale du quartier de Fourvière à Lyon. C'était un lieu cher à mes parents, ils s'y étaient rencontrés, s'y étaient promenés lors de leur premier rendez-vous. Le livre était rempli de gravures anciennes et de plans d'époque. C'était un objet rare, magnifique, qui m'avait coûté une petite fortune, mais j'étais si heureuse et fière de ma trouvaille. J'imaginais leur joie en le découvrant. Le soir de la fête, la maison était remplie d'amis de mes parents. J'ai attendu un moment plus calme pour leur offrir mon cadeau.
Mon père a à peine jeté un coup d'œil à la couverture, marmonnant un « merci » distrait avant de se retourner pour parler à un invité. Ma mère l'a pris, l'a feuilleté rapidement, les pages tournant trop vite pour qu'elle puisse apprécier les détails. « C'est original », a-t-elle commenté, avec un sourire poli qui ne cachait pas son manque d'enthousiasme. J'ai senti une pointe de déception me piquer le cœur. Mais c'est la réaction de Sophie qui a transformé ma déception en humiliation. Elle s'est approchée, a pris le livre avec des doigts délicats comme si elle manipulait un objet étrange. « C'est une attention très intellectuelle, Camille », a-t-elle dit d'une voix mielleuse, assez fort pour que plusieurs personnes entendent. « Tu es toujours si cérébrale. » C'est touchant. Devant toute la famille et leurs amis, elle venait de transformer mon cadeau sincère et personnel en une preuve de ma prétention, de ma différence, de mon incapacité à être « normale ». Plus tard dans la soirée, j'ai trouvé refuge auprès de Papy Henri. Il était le seul qui semblait vraiment apprécier le geste. Il tenait le livre avec respect, admirant les gravures. « Ta grand-mère aurait adoré ça », m'a-t-il dit. Alors que nous discutions, Sophie s'est approchée de nous, un verre de vin rouge à la main. Elle a fait mine de trébucher sur un pli du tapis, un geste si théâtral, si exagéré que c'en était ridicule, et a projeté tout le contenu de son verre sur les pages anciennes du livre que tenait mon grand-père. Le vin a éclaboussé le papier jauni, créant une auréole pourprée hideuse qui s'est mise à baver sur l'encre centenaire. Un silence horrifié s'est fait. « Oh mon Dieu, je suis si maladroite », s'est-elle exclamée, la main devant la bouche dans une parodie de désolation. « Je suis terriblement, terriblement désolée, Camille. » Je suis restée figée, le cœur battant à tout rompre, regardant mon cadeau, mon effort, mon argent, ruiné sous mes yeux. Avant que je puisse dire un seul mot, elle a ajouté la phrase qui m'a achevée, avec un petit rire nerveux, « Mais, après tout, ce n'est qu'un vieux livre, n'est-ce pas ?» Mes yeux se sont remplis de larmes de rage et d'humiliation. Ma mère s'est précipitée, non pas vers moi, mais vers Sophie. « Ce n'est rien, ma chérie, ne t'en fais pas, les accidents arrivent. » « Camille, ne fais pas cette tête, ce n'est pas si grave. » Mon père a hoché la tête, ajoutant, « Allons, ne gâchons pas la soirée pour si peu. » Personne ne m'a défendu. Personne n'a reconnu la valeur de mon cadeau ou la malice évidente de Sophie. J'étais seule, humiliée, face à une famille qui avait choisi son camp. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas juste de l'indifférence. C'était une guerre silencieuse, et j'étais en train de la perdre. Dites-moi, si vous aviez été à ma place, comment auriez-vous réagi? Laissez un commentaire, j'ai vraiment besoin de savoir ce que vous en pensez. J'ai ravalé mes larmes ce soir-là, mais je ne savais pas encore que la plus grande bataille, la plus grande humiliation, était sur le point de commencer. Après l'incident du livre, j'ai érigé des murs. Des murs hauts et épais pour me protéger. J'ai pris encore plus de distance, limitant les contacts au strict minimum, un appel bref pour les anniversaires, une carte de vœux impersonnelle à Noël. Je me suis réfugiée dans mon travail, dans ma vie parisienne, dans ce monde que j'avais construit moi-même, où j'étais respectée et appréciée pour qui j'étais, pas pour ce que l'on attendait de moi. J'ai passé près de 2 ans dans cette sorte d'exil volontaire, ne retournant à Lyon que pour les fêtes de fin d'année, par pure obligation sociale. Chaque visite était une épreuve, un rappel douloureux de la place que je n'avais plus, du fantôme que j'étais devenue dans ma propre maison. Puis, un mardi soir d'avril, alors que je rentrais d'une longue journée de travail, mon téléphone a sonné. Le nom « Maman » s'est affiché sur l'écran. J'ai hésité. Une partie de moi voulait ignorer l'appel, éviter la conversation stérile et les critiques inévitables. Mais une autre partie, cette petite voix stupide et pleine d'espoir qui refusait de mourir, m'a poussé à répondre. Sa voix était inhabituellement enjouée, presque sirupeuse, ce qui a immédiatement déclenché toutes mes alarmes internes. C'était sa voix de société, celle qu'elle utilisait avec ses amies importantes, pas avec sa fille. « Camille, ma chérie, comment vas-tu » a-t-elle commencé, sans attendre ma réponse. « Écoute, nous organisons un dîner de famille très spécial ce samedi, et nous aimerions vraiment, vraiment que tu viennes. Ça fait si longtemps que nous ne nous sommes pas tous vus. » Un samedi? Dans à peine 4 jours? L'idée de devoir annuler mes plans, de laisser tomber mes dossiers pour traverser la France sur un coup de tête me paraissait absurde. « Maman, c'est impossible, je suis débordée de travail. »
Oh, ne t'inquiète pas pour ça, nous te paierons le billet de train, en première classe bien sûr, a-t-elle insisté, sa voix devenant plus pressante, presque suppliante. C'est vraiment très, très important que tu sois là. Toute la famille sera réunie. Ton père et moi y tenons énormément. Il y avait une urgence dans son ton qui m'a intriguée. Ma mère ne suppliait jamais. Elle ordonnait, elle suggérait, elle manipulait, mais elle ne suppliait pas. Contre toute logique, contre toutes mes expériences passées, cette minuscule flamme d'espoir s'est rallumée en moi. Et si c'était vrai cette fois? Et s'il regrettait? Et si c'était une tentative de réconciliation, une branche d'olivier tendue au-dessus du fossé qui nous séparait? C'était irrationnel, mais une partie de moi voulait désespérément y croire. J'ai fini par céder, maudissant ma propre faiblesse. D'accord, ai-je soupiré. Je vais voir ce que je peux faire. Prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner avant que je continue mon histoire, car ce qui s'est passé ensuite a changé la dynamique de ma famille pour toujours, d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. J'ai réussi à déléguer mes dossiers les plus urgents, j'ai acheté une nouvelle robe, sobre mais élégante, une armure choisie pour éviter toute critique, et j'ai réservé mon billet de TGV. La veille de mon départ, alors que je faisais ma valise avec un sentiment de plus en plus lourd, Papy Henri m'a appelé. Sa voix chaude et rocailleuse était un baume sur mes nerfs à vif. J'ai appris que tu venais pour le grand dîner, a-t-il dit. Oui, papy. Mais je ne sais toujours pas quelle est l'occasion exacte. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Ta mère ne t'a rien dit? Non, juste que c'était important et que je devais venir. Un autre silence, plus long, plus lourd cette fois. Puis il a dit, et sa voix était grave, sérieuse, presque solennelle, alors écoute-moi bien, ma petite. Je vais te demander de me faire une promesse. Une promesse très importante. Peu importe ce qui se passe demain soir, peu importe à quel point tu es blessé ou en colère, promets-moi que tu ne partiras pas avant la fin de la soirée. Tu m'entends? Tu restes jusqu'au bout. Sa demande était si étrange, si intense, qu'un frisson m'a parcouru. Papy, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? N'aie pas peur, a-t-il répondu doucement, mais sans me rassurer. Fais-moi juste confiance. Et fais-moi cette promesse. J'ai promis, ma curiosité maintenant mêlée à une anxiété profonde et grandissante. En raccrochant, une question tournait en boucle dans ma tête, me glaçant le sang. Quelle terrible vérité m'attendait à Lyon que même lui, mon seul allié, ne pouvait pas me dire au téléphone? Le trajet en train m'a paru interminable. Assise à ma place en première classe, le billet payé par mes parents comme une sorte d'acompte sur ma présence, je regardais le paysage défiler sans le voir. Mon esprit était en ébullition, essayant de déchiffrer l'énigme. La demande de ma mère, la promesse de mon grand-père, tout cela formait un puzzle inquiétant. En arrivant devant la maison, j'ai pris une grande inspiration, comme un plongeur avant de sauter dans des eaux glacées. Les rosiers de ma mère étaient en fleurs, la façade était impeccable, la pelouse tondue au millimètre près. Tout semblait normal, parfait, et c'est précisément cette perfection qui me mettait mal à l'aise. Ma mère m'a accueilli avec un baiser froid et rapide sur la joue, son parfum cher m'enveloppant comme un nuage artificiel. Tu es là. Ton vol, enfin, ton train s'est bien passé, a-t-elle demandé, me gratifiant à peine d'un regard avant de se retourner. Tout le monde est dans le salon. Dans le salon, l'ambiance était à la fête, mais une fête feutrée, presque mise en scène. Mon père préparait des cocktails près de la cheminée. Julien et Sophie étaient assis sur le canapé, blottis l'un contre l'autre. Sophie portait une robe ample en soie verte qui ne parvenait pas à cacher un ventre légèrement, mais distinctement, arrondi. Et soudain, toutes les pièces du puzzle se sont assemblées. La raison du dîner spécial. La raison de tant de secrets. La raison de l'insistance de ma mère. Elle était enceinte. Un mélange complexe et violent d'émotions m'a submergée. Une pointe de joie sincère à l'idée de devenir tante, un rôle que je n'avais jamais imaginé. Mais cette joie a été rapidement étouffée par une vague de douleur amère. La douleur de réaliser que, une fois de plus, j'étais la dernière informée, une simple figurante convoquée pour applaudir au bonheur de mon frère, pour valider le tableau de la famille parfaite qu'il s'efforçait de peindre.
Seul Papy Henri s'est levé de son fauteuil pour me serrer dans ses bras. Une étreinte forte et rassurante. Te voilà, ma grande, a-t-il dit chaleureusement, avant de me murmurer à l'oreille, si bas que personne d'autre ne pouvait l'entendre. N'oublie pas ta promesse. Quoi qu'il arrive. Nous sommes passés à table. La salle à manger, réservée aux grandes occasions, était magnifiquement décorée. La nappe en damas, la porcelaine de Limoges, l'argenterie de famille, les verres en cristal qui brillaient sous la lumière du lustre. Ma mère avait mis les petits plats dans les grands. Je me suis dirigée instinctivement, par habitude, vers ma place habituelle, celle à la gauche de mon père. Mais elle était déjà prise. Sophie était en train de s'y installer, ajustant sa chaise avec un petit sourire. Elle a levé les yeux vers moi, son regard un mélange de triomphe à peine dissimulé et de fausse pitié. « Oh, Camille, j'espère que ça ne te dérange pas, a-t-elle dit d'une voix douce. Ta mère a pensé que ce serait mieux que je sois ici, plus près du centre de la table, vu, eh bien, tu sais, a-t-elle ajouté en posant une main protectrice et ostentatoire sur son ventre. Ma mère est apparue à mes côtés, comme une ombre. Camille, tu peux t'asseoir là-bas, au bout de la table, à côté de ton grand-père. C'était une humiliation publique, calculée. Cette place, c'était celle des invités de passage, des parents éloignés, des pièces rapportées. Jamais un membre de la famille proche ne s'y était assis. J'ai cherché le regard de mon père, espérant un signe, une protestation, n'importe quoi. Mais il était très occupé à déboucher une bouteille de vin, m'ignorant délibérément. J'ai obéi sans un mot, le visage impassible, sentant tous les regards peser sur moi. En m'asseyant, j'ai senti la main de Papy Henri se poser sur la mienne sous la table. C'était un petit geste, un contact bref, mais il signifiait tout. Le dîner a commencé, et avec lui, l'annonce officielle. Nous allons avoir un bébé, a déclaré Julien, rayonnant. Les félicitations ont fusé. Ma mère pleurait de joie. Mon père a porté un toast à la nouvelle génération qui perpétuera le nom de la famille. La conversation a ensuite tourné exclusivement autour de la grossesse, des projets de chambre d'enfant, des possibles prénoms. J'étais là, physiquement présente, mais totalement invisible. Une simple spectatrice de ma propre vie de famille. Mais le pire était encore à venir, quand la conversation a pris une tournure que je n'aurais jamais pu imaginer, une tournure qui allait tout faire basculer. Je piquais dans mon assiette un filet de bœuf que je n'avais pas faim de manger, écoutant d'une oreille distraite les projets grandioses de mes parents pour leur futur petit-enfant. Il faudra l'inscrire dès maintenant dans une bonne école privée, disait ma mère avec une ferveur quasi religieuse. Les listes d'attente sont interminables à Lyon. Ne t'inquiète pas, Martine, je passerai un coup de fil au directeur du lycée Saint-Marc. Le nom de la famille a encore un certain poids, a répondu mon père avec suffisance. Puis, Julien a pris la parole, après avoir échangé un regard complice avec Sophie. Nous pensions transformer la chambre d'amis de notre maison en chambre de bébé, mais honnêtement, c'est un peu petit. Et puis, nous aimerions que notre enfant grandisse dans une vraie maison, avec un jardin. C'est là que mon père a posé sa fourchette, un geste lent et délibéré qui a capté l'attention de tout le monde. Tu sais, avec ta mère, nous en avons longuement discuté, a-t-il commencé d'un ton grave. Cette maison a toujours été faite pour une grande famille. Elle a été le cœur de notre famille pendant des décennies. Il y a 5 chambres, un grand jardin pour que les enfants puissent jouer en toute sécurité. Il serait peut-être temps que vous envisagiez de vous installer ici, avec nous. J'ai failli m'étouffer avec mon verre d'eau. La proposition était si énorme, si radicale, que j'ai cru avoir mal entendu. Vous installer ici? Mais, et vous? Et papy, ai-je demandé, incrédule. Oh, nous trouverions un bel appartement en ville, a dit ma mère d'un ton léger, comme si elle parlait d'une simple formalité. Cela fait des années que j'ai envie de moins d'entretien, de plus de sorties culturelles. Et papy Henri, ai-je insisté, le regard tourné vers mon grand-père qui, lui, restait silencieux, le visage impénétrable, observant la scène comme un spectateur au théâtre. On trouverait une solution convenable pour ton grand-père, a lâché mon père avec une désinvolture qui m'a glacé le sang. Une maison de retraite de qualité, peut-être. Une solution convenable? Je n'ai pas pu retenir le ton glacial et outré de ma voix. Il vit dans sa maison depuis la mort de mamie. C'est chez lui.
Vous ne pouvez pas le déloger comme un vieux meuble. Camille, ceci est une discussion de famille, a rétorqué ma mère, le ton sec et cassant. Et je ne fais pas partie de la famille, c'est ça? La phrase m'a échappé, chargée de toute la douleur et la frustration accumulées depuis des années. Un silence de mort est tombé sur la table. C'est Sophie qui l'a brisé, sa voix faussement douce et pleine de venin. Eh bien, Camille, tu as toujours été très claire sur tes priorités. Tu as choisi de vivre ta vie d'artiste à Paris. Tu nous critiques constamment. Il ne faut pas t'étonner de ne plus faire partie des décisions importantes qui concernent l'avenir de cette famille. C'était une attaque frontale, et cette fois, elle ne se cachait plus. J'ai senti le sang monter à mes joues. Je ne critique personne, je m'inquiète juste pour papy. Ton grand-père comprend les obligations familiales, a sifflé ma mère. Contrairement à d'autres. Puis Sophie a porté le coup de grâce, avec un petit sourire cruel et triomphant. Mais Camille, c'est étrange que tu dises ça. L'autre jour, au téléphone, tu m'as dit que tu trouvais que nous ruinions cette maison avec nos goûts bourgeois, et que si un jour tu en avais l'occasion, tu la vendrais sans hésiter pour financer tes projets écologiques. Point. C'était un mensonge. Un mensonge pur, total et diabolique. Je ne lui avais jamais dit une chose pareille. J'ai ouvert la bouche pour protester, pour crier qu'elle mentait, mais ma mère s'est levée d'un bond, son visage rouge de colère. Assez, a-t-elle crié, sa voix tremblante de fureur. Elle m'a pointé du doigt à travers la table. J'en ai assez de tes jugements, de ton air supérieur et de ton ingratitude. Sophie a raison. Tu as fait ton choix il y a des années en partant à Paris. Tu as rejeté tout ce que nous représentons. Tu n'as plus ta place ici, Camille. Silence. Mon cœur s'est arrêté de battre. Ces mots. Comme des poignards plantés en plein cœur. J'ai regardé mon père. Il fixait son assiette. J'ai regardé mon frère. Il regardait ses mains. Personne. Personne n'a dit un mot pour me défendre. Le silence qui a suivi ces mots était plus assourdissant que n'importe quel cri. Mon cœur brisé, je me suis levée, prête à partir pour de bon. Mais je ne savais pas que Papy Henri, mon grand-père silencieux, était sur le point de jouer sa dernière carte, une carte qui allait renverser toute la partie. J'ai posé ma serviette en lin sur la table, à côté de mon assiette à peine touchée. Ma main ne tremblait pas. Mon visage était un masque de calme, une façade de glace que j'avais mis des années à perfectionner. À l'intérieur, c'était une tempête, un chaos de douleur et de rage, mais je refusais de leur donner la satisfaction de me voir m'effondrer. Vous avez raison, ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas, une voix calme, blanche et vide. Je n'ai plus ma place ici. Je vais faire mes valises. Je leur ai tourné le dos et j'ai quitté la salle à manger, la tête haute, chaque pas résonnant dans le silence pesant. J'ai monté les escaliers, chaque marche me semblant peser une tonne, me rapprochant de la libération et de la solitude définitive. Une fois dans la chambre d'amis, la porte fermée, j'ai enfin laissé le masque tomber. Je me suis appuyée contre la porte et j'ai glissé jusqu'au sol. Les larmes que j'avais retenues ont coulé, silencieuses et brûlantes, sur mes joues. Avec des gestes saccadés, presque violents, j'ai commencé à jeter mes affaires dans ma valise. Tout ce que je voulais, c'était fuir. Fuir cette maison, fuir ces gens qui m'avaient rejeté, fuir la douleur insupportable de ne pas être aimé par sa propre famille. La porte s'est ouverte doucement. C'était Julien. Il avait l'air mal à l'aise, incapable de me regarder dans les yeux. Il se tordait les mains. Camille, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Maman était sous le coup de la colère, et Sophie. Sophie est une menteuse manipulatrice, les jeux coupés, ma voix rauque. Vraiment, tu es désolée, ai-je demandé, le fixant enfin. Parce que tu es resté assis là, silencieux, pendant que ta femme m'inventait des mensonges et que notre mère me bannissait de la famille. Ton silence était assourdissant, Julien. C'est compliqué. A-t-il commencé, la phrase pathétique des lâches. Non, Julien. Ce n'est pas compliqué. C'est un choix. Et tu as fait le tien. Félicitations pour le bébé. J'espère que tu seras un meilleur père que tu n'as été un frère. Je l'ai contourné, ma valise à la main, et je suis descendue, prête à appeler un taxi et à disparaître de leur vie pour toujours.
Mon séjour à Lyon avait duré à peine quelques heures. Alors que j'atteignais la porte d'entrée, une main douce mais ferme s'est posée sur mon bras. C'était Papy Henri. Il se tenait là, sa canne dans l'autre main, son regard intense et déterminé. « Attends, Camille. N'oublie pas ta promesse. » Ces mots étaient un murmure, mais ils avaient la force d'un ordre. « Viens. Retournons dans la salle à manger. Il y a quelque chose que tout le monde doit entendre. » Intrigué et épuisé, mais sentant que quelque chose d'important allait se produire, je l'ai laissé me guider. Quand nous sommes rentrés dans la salle à manger, tout le monde nous a regardés, surpris. « Henri, Camille s'en allait », a dit ma mère d'un ton agacé, comme si mon départ était un dérangement. « Non », a répondu mon grand-père d'une voix forte et claire qui a fait sursauter tout le monde. « Elle reste. Car ce que j'ai à dire la concerne au premier chef, et concerne l'avenir de cette maison. » Il est resté debout, dominant la table de sa frêle stature qui semblait soudain immense. Il a sorti une vieille enveloppe jaunie de la poche intérieure de sa veste. « Avant que votre mère, avant qu'Isabelle ne nous quitte », a-t-il commencé, sa voix vibrant d'une émotion contenue, elle a pris certaines dispositions concernant cette maison. Des dispositions qu'elle m'a demandé de garder secrètes jusqu'au bon moment. « Quelles dispositions ?» a demandé mon père, méfiant. « Cette maison est dans la famille depuis des générations. » « Pas tout à fait, Bernard, a corrigé Papy Henri. Pour des raisons fiscales complexes à l'époque, nous avions mis la maison au seul nom d'Isabelle il y a plus de 20 ans. Elle en était donc la seule et unique propriétaire légale. Il a ouvert l'enveloppe et a posé un document officiel, frappé du sceau d'un notaire, sur la nappe en damas. Et avant de mourir, Isabelle a modifié son testament. Il a fait une pause, son regard balayant chaque visage stupéfait à table, avant de se poser sur moi avec une infinie tendresse. Elle a légué cette maison, le terrain, et tout ce qu'elle contient, à sa petite-fille, Camille. Le silence dans la pièce était total, si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Les visages de mes parents, de mon frère et de Sophie sont passés de l'arrogance à l'incrédulité la plus totale, puis à une horreur paniquée. Le pouvoir venait de changer de main, de manière spectaculaire et irrévocable. Et maintenant, c'était à moi de décider de la suite. La bombe que Papy Henri venait de lâcher a eu l'effet d'une déflagration nucléaire au milieu de notre dîner. Le silence a duré une éternité, puis a été remplacé par le chaos. Mon père a été le premier à réagir. Il a arraché le document de la table, ses yeux de notaire parcourant les lignes à toute vitesse, cherchant une faille, une erreur, n'importe quoi. C'est impossible. C'est absurde. Il doit y avoir un vice de forme. Maman n'était pas dans son état normal quand elle a signé ça. Ne parle pas de ta mère comme ça, Bernard, a grondé Papy Henri, sa voix résonnant avec une autorité que je ne lui avais jamais connue. Elle avait toute sa tête, et elle savait exactement ce qu'elle faisait. Ce document est parfaitement légal, rédigé par Maître Dubois et vérifié par 2 études de notaire différentes. Inattaquable. Ma mère s'est tournée vers moi, son visage déformé par une colère mêlée de panique. Toi. Tu ne peux pas accepter ça, Camille. C'est une folie. Tu vis à Paris, tu n'as que faire de cette grande maison. C'est la maison de ton frère, pour sa future famille. C'est son héritage. Sophie, livide, est restée silencieuse pour la première fois de la soirée, me fusillant du regard, ses mains crispées sur son ventre. Elle comprenait plus vite que les autres que le château de cartes qu'elle avait si patiemment construit était en train de s'effondrer. J'étais moi-même sous le choc, incapable de prononcer un mot. La maison était à moi ? Mamie Isabelle, pourquoi ? Je regardais mon grand-père, cherchant des réponses dans son regard fatigué mais déterminé. Elle a toujours vu ta force, ton indépendance, même quand tu étais petite, a-t-il expliqué doucement, comme si nous étions seuls. Elle craignait que cette famille, avec ses traditions et ses attentes rigides, ne finisse par étouffer la femme que tu étais en train de devenir. Elle voulait te donner les moyens de te défendre, de ne jamais dépendre de personne, de toujours avoir un toit à toi. La nuit qui a suivi a été la plus longue de ma vie. Je n'ai pas dormi. Assise dans le fauteuil de la chambre d'amis qui était désormais la mienne, je regardais la lune éclairer le jardin. Le pouvoir que ma grand-mère m'avait légué était vertigineux. J'aurais pu tous les mettre à la porte dès le lendemain. La pensée m'a traversé l'esprit,
une pensée de vengeance douce et amère. Mais ce n'était pas ce que mamie Isabelle aurait voulu. Au lever du soleil, j'ai su ce que je devais faire. Je les ai tous réunis dans la cuisine. L'atmosphère était électrique, chargée de non-dits et de ressentiments. Mon père a immédiatement recommencé à parler de contester le testament. Je l'ai laissé parler, puis j'ai pris la parole, ma voix calme mais d'une fermeté qui les a tous surpris, moi la première. J'ai pris une décision, j'annonçai. J'ai vu une lueur d'espoir dans les yeux de ma mère. Elle pensait que j'allais renoncer. Je ne vais pas vendre la maison. Un soupir de soulagement collectif a parcouru la pièce. Mais, ai-je continué, et leurs visages se sont figés à nouveau, les choses vont changer. Profondément. Cette maison est à moi. Et si vous souhaitez continuer à y vivre, ce sera selon mes règles. Tes règles, a explosé mon père, incrédule. Oui. Mes règles. La première est le respect. Fini les commentaires désobligeants sur ma carrière, sur ma vie, sur mes choix. Fini de me traiter comme une citoyenne de seconde zone. Fini les mensonges et les manipulations. J'ai regardé ma mère, puis Sophie, droit dans les yeux. La deuxième règle, Papy Henri reste dans sa maison aussi longtemps qu'il le souhaitera. C'est son foyer, et il est intouchable. Personne, jamais, ne le poussera à partir. Mon grand-père m'a gratifié d'un léger sourire approbateur. Et la troisième règle, ai-je dit en me tournant vers Julien et Sophie. Cette maison reste une maison de famille. Votre enfant sera mon neveu ou ma nièce, il sera toujours le bienvenu ici. Mais cet accueil chaleureux s'applique uniquement à ceux qui me traitent avec un respect élémentaire et de l'honnêteté. Julien, qui était resté silencieux, a enfin levé la tête. Il avait les yeux rouges. Camille a raison, a-t-il murmuré, à la surprise générale. Nous avons été injustes avec elle. J'ai été injuste avec elle. Je suis désolée, Camille. Vraiment. Mes conditions étaient posées. La balle était dans leur camp. Soit nous commencions à construire une nouvelle relation basée sur le respect, soit c'était la rupture finale. Et pour la première fois de ma vie, j'étais en paix avec l'une ou l'autre de ces issues. Un an. Une année entière s'est écoulée depuis ce dîner cataclysmique, cette nuit où les masques sont tombés et où les fondations de notre famille ont été dynamitées pour, peut-être, être reconstruites sur des bases plus saines. La transition n'a pas été un long fleuve tranquille. Ce ne fut pas un conte de fées où tout le monde change du jour au lendemain. Ce fut un processus lent, douloureux, parsemé de silences tendus, de portes qui claquent et de conversations difficiles qui laissaient tout le monde épuisé. Mais lentement, très lentement, comme une plante qui trouve son chemin à travers le béton, quelque chose a commencé à repousser. Mon père, pragmatique avant tout, a été le premier à accepter la nouvelle réalité, surtout après que son propre avocat lui a confirmé que le testament de ma grand-mère était « blindé », comme il l'a dit lui-même avec un mélange de dépit et de respect forcé. Notre relation a changé. Nos conversations téléphoniques sont devenues plus fréquentes, moins centrées sur mes « échecs » à suivre la voie traditionnelle et plus sur des sujets neutres, la politique, l'économie, et même, parfois, mes projets à Paris. Un jour, il m'a même avoué à contre-cœur, après que je lui ai expliqué un projet complexe de toiture végétalisée, je dois admettre que je n'y comprends rien, mais ça a l'air important. Ta grand-mère était une sacrée tête de mule, tu sais. Tu tiens ça d'elle. Venant de lui, c'était l'équivalent d'une déclaration d'amour. Avec ma mère, ce fut beaucoup plus compliqué. Pendant les premiers mois, elle a testé mes limites, essayant de contourner mes nouvelles règles, de prendre des décisions concernant la décoration ou le jardin sans me consulter, comme si de rien n'était. J'ai dû faire preuve d'une patience et d'une fermeté que je ne me connaissais pas. Le véritable tournant s'est produit environ 6 mois après le dîner. Martine avait engagé un paysagiste pour refaire entièrement le jardin, un projet coûteux et radical dont elle ne m'avait pas soufflé mot. Je l'ai appris par Papy Henri. J'ai dû prendre le premier train pour Lyon et avoir une conversation très claire avec elle, dans le bureau qui était autrefois celui de mon père. Je lui ai expliqué, sans crier mais sans céder d'un pouce, que même si elle vivait ici, la propriétaire légale et décisionnaire, c'était moi, et que de telles décisions se prenaient désormais à deux. Elle a protesté, a pleuré, m'a accusé d'être une tyranne. Étonnamment, c'est mon père qui a tranché. Martine, arrête.
Camille a raison. C'est sa maison maintenant. Il faut s'y faire. Entendre ces mots de sa bouche, devant ma mère, a été une victoire immense, non pas sur elle, mais pour l'équilibre de notre nouvelle relation. La naissance de mon neveu, Léo, a été le véritable baume sur nos blessures encore à vif. J'étais à la maternité, non pas invitée par ma mère, mais par un simple texto de Sophie, envoyé au milieu de la nuit. Le travail a commencé. On aimerait que tu sois là. Ce n'était pas des excuses, mais c'était une branche d'olivier. J'ai sauté dans le premier train. Tenir ce petit être fragile et parfait dans mes bras a balayé des années d'amertume. Il ne savait rien de nos drames, de nos conflits. Pour lui, j'étais juste sa tante Camille. Alors que je le berçais, Sophie, épuisée mais sereine dans son lit d'hôpital, m'a regardé et a dit doucement, presque un murmure, « Il a tes yeux ». C'était la première fois qu'elle me reconnaissait comme faisant partie intégrante de la même lignée, de la même famille. Julien, lui, a été transformé par la paternité. Il a mûri, a retrouvé le sens des responsabilités, et avec lui, le chemin vers son rôle de grand frère protecteur que j'avais tant aimé dans notre enfance. Nous avons recommencé à parler, vraiment parler, comme nous ne l'avions pas fait depuis l'adolescence. Nous avons évoqué nos souvenirs, nos blessures, ses regrets. Il m'a avoué s'être senti écrasé par les attentes de nos parents, et avoir vu en moi, inconsciemment, un reproche vivant de sa propre soumission. Les blessures commençaient à cicatriser, la confiance commençait à renaître. Mais il restait une dernière pièce du puzzle, un dernier message de celle qui avait tout orchestré depuis l'au-delà, ma grand-mère bien-aimée. Lors d'une de mes visites à Lyon, quelques mois après la naissance de Léo, je passais un après-midi tranquille avec papy Henri. Nous étions assis tous les deux sur le banc du jardin, sous le vieux chêne, à regarder Léo essayer de faire ses premiers pas sur la pelouse, tombant et se relevant en riant. Le soleil de fin d'après-midi était doux, et pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement en paix dans ce jardin. Papy Henri s'est tourné vers moi, un petit sourire au coin des lèvres. « Je crois que le moment est venu », a-t-il dit. Il a sorti de la poche de sa veste une autre enveloppe, encore plus jaunie et fragile que la première. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. « Ta grand-mère a laissé ça pour toi », m'a-t-il expliqué. Elle m'avait fait promettre de te la donner seulement quand je sentirais que tu avais trouvé ta place. Pas seulement sur un acte de propriété, mais ici, a-t-il ajouté en posant une main sur son cœur. Quand je te verrai en paix. Mes mains tremblaient en prenant l'enveloppe. L'écriture de mamie Isabelle, élégante et penchée, ornait le devant, pour ma Camille, quand elle sera prête. J'ai délicatement ouvert le seau de cire. À l'intérieur, quelques feuilles de papier à lettres, d'une finesse extrême, couvertes de son écriture à l'encre bleue. Ma chère Camille, ma petite lumière. Si tu lis cette lettre, cela signifie que le plus dur est passé. Cela signifie que tu as non seulement hérité de cette maison, mais que tu as aussi trouvé ta voie et ta force au sein de notre famille. Je sais que cela n'a pas dû être facile. Pardonne à une vieille femme de t'avoir imposé ce fardeau, mais je savais que tu étais la seule à pouvoir le porter. J'ai vu la peine dans tes yeux pendant des années, ma chérie, j'ai vu comment on te mettait de côté, et mon plus grand regret est de ne pas avoir eu la force d'intervenir plus tôt, de mon vivant. Je t'ai laissé cette maison pour une raison bien précise, une raison qui va au-delà de la simple transmission de biens. Ce n'est pas seulement une question de briques et de mortier. C'est un symbole. Le symbole de ta place légitime dans cette famille, une place que personne n'a le droit de te contester. Dans notre monde, ma chérie, une propriété, un patrimoine, c'est un pouvoir. C'est une ancre. J'ai voulu te donner ce pouvoir, non pas pour que tu domines les autres, mais pour te protéger, pour t'assurer que tu es toujours un refuge, un lieu où tu es la seule maîtresse à bord, où personne ne peut te dire que tu n'as pas ta place. Mais souviens-toi toujours de ceci, mon trésor, c'est la chose la plus importante, le plus grand héritage que je te laisse n'est pas cette maison. C'est la connaissance, la certitude, que tu es digne d'amour et de respect, exactement tel que tu es. Tu n'as pas besoin de changer, de te plier, de t'effacer pour plaire aux autres. Ta force, ton intelligence, ta sensibilité, ton esprit indépendant, ce ne sont pas des défauts, ce sont tes plus grandes qualités. Ne laisse jamais, jamais personne te faire croire le contraire. Utilise cette maison, utilise ce pouvoir, pour construire la famille que tu mérites.
Une famille basée sur le respect mutuel, l'honnêteté et l'amour inconditionnel. Qu'elle soit liée par le sang, comme la nôtre, ou par le cœur, avec les amis que tu choisiras. Je suis si fière de la femme que tu es devenue. Continue de suivre ton propre chemin, il est le bon. Je t'aime de tout mon cœur, mamie Isabelle. Les larmes coulaient sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de gratitude, de compréhension. Elle avait tout su, tout compris. Elle m'avait donné les armes pour me battre, et la permission d'être moi-même. Avez-vous déjà dû vous battre pour votre place dans votre famille ou redéfinir ce que signifie « appartenir » ? J'adorerais lire vos histoires et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Cette lettre a tout changé. Elle a donné un sens profond à tout ce que j'avais traversé. Elle m'a fait comprendre la véritable nature du cadeau de ma grand-mère. Et elle a éclairé le chemin pour l'avenir de notre famille, un avenir que nous allions maintenant construire ensemble. Aujourd'hui, quand je prends le TGV de Paris à Lyon, je n'ai plus ce nœud d'appréhension dans le ventre. Je ressens un sentiment de paix, un sentiment de joie simple. Le sentiment de rentrer à la maison. Ma maison. Nous avons instauré de nouvelles traditions, qui remplacent lentement les anciennes, plus rigides. Les dîners du dimanche sont de retour, mais ils sont différents. Fini la mise en scène formelle. Tout le monde met la main à la pâte dans la cuisine, même mon père, qui a découvert un talent surprenant pour faire la vinaigrette. Les conversations sont ouvertes, parfois animées et passionnées, mais jamais méchantes. Chacun a sa place attitrée à table, une place gagnée par le respect et l'affection, et la mienne est là, à côté de mon père, non pas par obligation, mais par un choix mutuel. J'ai compris que le geste de ma grand-mère n'était pas un acte de vengeance contre ses propres enfants, mais un acte d'amour profond et de sagesse pour sa petite fille. Elle ne voulait pas diviser la famille, mais la forcer à se regarder en face, à affronter ses dysfonctionnements pour se guérir. La propriété, j'ai appris, n'est pas une question de contrôle ou de pouvoir sur les autres. C'est une question de responsabilité. La responsabilité de créer et de maintenir un espace sûr, un refuge où chacun peut être authentique, où les différences ne sont pas seulement tolérées, mais célébrées comme des richesses. J'ai apporté quelques changements à la maison, des changements symboliques mais importants. Le grand portrait à l'huile de mon grand-père dans l'entrée est désormais accompagné d'une magnifique photo en noir et blanc de mamie Isabelle jeune, son sourire éclatant et plein de vie illuminant le hall. J'ai aussi fait installer une petite plaque en laiton discrète près de la porte d'entrée, gravée avec une de ses phrases préférées, la maison Isabelle. Un foyer pour tous ceux qui cherchent leur place. Hier soir, alors que tout le monde partait après un dîner d'anniversaire pour Papy Henri, ma mère m'a prise dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte rapide et formelle comme avant, mais une vraie, longue et chaleureuse. Elle m'a serré fort et a murmuré à mon oreille, « Merci, Camille. » Pour tout. Ce n'étaient pas des excuses en bonne et due forme pour les années de peine, mais dans son langage, c'était l'équivalent d'un roman. De rien, maman, ai-je répondu, le cœur léger. Au final, ce que ma grand-mère m'a donné n'était pas seulement une maison, mais la compréhension que la véritable appartenance ne vient pas d'un lieu où l'on est accepté passivement, mais d'un lieu où l'on a le courage d'être soi-même et de demander le respect que l'on mérite. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a touché, merci de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il mérite d'avoir sa place, exactement tel qu'il est, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec lui. Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous, parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de réclamer l'espace qui a toujours été censé être le vôtre.